Tu paieras les études de Chloé. Si tu ne le fais pas, ne reviens pas à la maison. Ce furent les premiers mots que ma mère, Sylvie, m'a adressés le jour de la remise de mon diplôme du bac. Pas de félicitations, aucune fierté. Juste une menace silencieuse, glissée entre les applaudissements et les flashs des appareils photo, assez tranchante pour fendre ce moment pour lequel j'avais travaillé pendant des années. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas tressailli. Je suis juste restée là, agrippant le bord de ma robe de cérémonie, tandis que la foule célébrait derrière nous, inconsciente que mon avenir venait d'être réécrit en une seule phrase. Ce que ma mère ignorait, c'était ceci: j'avais déjà découvert quelque chose plus tôt ce matin-là. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais voulu que j'entende. Avant ce jour de remise des diplômes, avant la menace murmurée entre les applaudissements et les flashs, ma vie avait été sculptée par une sorte de gomme plus discrète, une gomme qui avait commencé son œuvre bien avant mes 18 ans. Quand j'avais 10 ans, mon monde avait encore des couleurs. Mon père, Daniel, me réveillait avant l'aube, toquant doucement à ma porte pour ne déranger personne. Nous prenions nos vélos à travers le quartier, l'air matinal vif et pur, le vrombissement de nos roues à l'unisson. Il me coachait pour mes compétitions d'athlétisme, criant mon nom à travers le stade, sa voix perçant la clameur des encouragements. À l'époque, je courais parce qu'il croyait que je pouvais voler. Quand il est mort, tout a ralenti. La maison est devenue plus silencieuse, non pas à cause du chagrin, mais à cause d'une sorte de remodelage. Ma mère, Sylvie, a commencé à lisser les parties de moi qu'elle n'aimait pas. Elle a remplacé mes baskets de course par des ballerines, mes maillots de sport par des robes, mes médailles par des trousses de maquillage que je n'avais jamais demandées. Les filles de ton âge n'ont pas besoin de toute cette course à pied, disait-elle, tirant sur mes cheveux tout en évitant mon reflet dans le miroir. Au début, j'ai cru que c'était du chagrin mal canalisé. Puis c'est devenu une habitude. 3 ans plus tard, elle s'est remariée. Thomas est arrivé avec ses sourires impeccables et une fille, Chloé, âgée de 9 ans, jolie, délicate, et tout ce que ma mère aurait voulu que je sois. Elle est arrivée avec des valises roses, des robes en dentelle, et une voix douce qu'elle n'utilisait que devant les adultes. À l'instant où il quittait la pièce, la douceur disparaissait. Elle a caché mes devoirs la veille d'un contrôle important. Elle a versé du vernis à ongles sur mon maillot d'athlétisme préféré. Elle a débranché mon réveil pour que je me lève en retard pour le lycée. Chaque fois que j'essayais d'en parler, Sylvie balayait mes plaintes d'un soupir fatigué. Elle est plus jeune que toi, Manon. Arrête d'exagérer. Thomas hochait la tête comme si cela réglait tout. Un matin, après que Chloé ait verrouillé la salle de bain pendant près d'1 heure, j'ai dû me laver le visage dans l'évier de la cuisine pendant que Sylvie me reprochait de faire une scène. Chaque petite humiliation s'empilait sur la précédente, me façonnant en quelqu'un de silencieux, de prudent, quelqu'un qu'elle pouvait ignorer sans culpabilité. Arrivée au lycée, j'ai appris à ne plus rien demander. Je travaillais tard à la bibliothèque municipale pour économiser de l'argent. J'ai fait mes propres recherches sur les bourses d'études. J'ai maintenu d'excellentes notes pour que personne ne puisse dire que je n'essayais pas. La plupart du temps, je marchais directement chez ma grand-mère, Martine, après les cours. Ce n'était qu'à quelques rues, mais c'était comme un monde différent, la lumière chaude à travers les rideaux en dentelle, l'odeur du café, son doux fredonnement pendant qu'elle tricotait. Elle me regardait comme personne d'autre dans cette maison ne l'avait jamais fait. « Est-ce que ça va, ma chérie ?» Je répondais toujours oui. Elle savait toujours que ce n'était pas le cas. Le matin de la remise de mon bac, je suis passée chez elle avant de me rendre au lycée. J'avais besoin d'un moment de calme, d'une respiration. Pendant que je nous servais une tisane, elle s'est éloignée pour répondre à un appel. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes, mais le couloir était étroit, et sa voix n'était pas assez forte pour couvrir celle de ma mère. Sylvie ne félicitait personne. Elle ne parlait pas de mon avenir. Elle parlait du sien. Juste un peu plus longtemps, dit-elle sèchement. Une fois que mère sera partie, la maison sera à moi. Chloé aura enfin la vie qu'elle mérite. Manon, elle s'en sortira. Elle retombe toujours quelque part. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Parce qu'à cet instant, j'ai compris exactement quelle était ma place dans ses projets et pourquoi elle avait besoin de mon silence.
Quand je suis arrivée au lycée cet après-midi-là, l'appel téléphonique que j'avais surpris chez ma grand-mère Martine avait déjà creusé un vide silencieux en moi. J'ai essayé de chasser ces pensées. Après tout, c'était le jour de mon bac, la seule étape que j'avais franchie entièrement seule. Mais la voix de Sylvie persistait comme une ombre derrière mon épaule. Une fois que mère sera partie, la maison sera à moi. Chloé aura enfin la vie qu'elle mérite. Manon. Elle s'en sortira. Elle retombe toujours quelque part. Quelque part. Pas à la maison. Pas avec elle. Juste quelque part. J'ai porté ces mots en moi pendant que la cérémonie se déroulait, à travers les discours, les acclamations, les sourires de convenance. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai traversé la scène, me sentant à la fois vue et invisible. Après, j'ai trouvé Sylvie qui attendait près des marches, les bras croisés, comme si la célébration était un inconvénient. Ses yeux ne se sont pas adoucis quand elle m'a vue. Ils le faisaient rarement. Tu paieras les études de Chloé, murmura-t-elle, bougeant à peine les lèvres. Si tu ne le fais pas, ne reviens pas à la maison. Il n'y avait pas de colère dans sa voix. Ni de déception. C'était de l'efficacité, comme si elle me donnait une liste de courses, une tâche, un devoir. Et à cet instant, tout s'est aligné. Les années à être ignorées, les matins au réveil sabotés, la façon dont Chloé était toujours protégée, même des conséquences qu'elle méritait, la façon dont on attendait de moi que je porte des fardeaux qui n'avaient jamais été les miens. Mais maintenant, il y avait plus, une vérité dite dans ce couloir quelques heures plus tôt. Elle ne planifiait pas mon avenir. Elle planifiait après moi. Elle planifiait une vie où je n'existais plus du tout dans sa maison. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne lui ai pas rappelé l'argent que j'avais économisé, les bourses pour lesquelles je m'étais battue, la vie que j'essayais de construire. J'ai simplement hoché la tête une fois et reculé, la regardant son attention dériver au-delà de moi, vers la foule, vers Thomas, vers Chloé, vers la vie qu'elle avait déjà choisie. La menace qu'elle m'a faite à la cérémonie n'était pas la vraie blessure. La vraie blessure, c'était de réaliser qu'elle m'avait effacé bien avant ce jour. Je n'ai pas pleuré après qu'elle ait dit ça. Je ne lui ai pas couru après sur la pelouse ni exigé d'explications. J'ai plutôt quitté la foule et marché vers le bord du parc du lycée, là où le bruit s'amenuisait, là où le vent ne portait que l'écho lointain des applaudissements. Ma robe de cérémonie frôlait mes chevilles à chaque pas, un rappel de tout ce que j'avais gagné et de tout ce qu'elle avait réduit à une transaction. Je me suis assise sous un grand chêne, le soleil glissant derrière ses branches. Des étudiants passaient en courant, enveloppés de joie, de famille et de célébration. Mais j'étais assise seule, les mains tremblant encore de la phrase qui venait de redéfinir ma place dans la maison de Sylvie. Une fois que mère sera partie, la maison sera à moi. Ces mots, ceux que j'avais entendus ce matin, pesaient plus lourd sur ma poitrine que la menace qu'elle m'avait faite. Elle n'avait pas seulement planifié sa vie sans moi. Elle avait planifié son avenir sur moi. Et soudain, j'ai compris quelque chose avec une clarté effrayante. Le silence, mon silence, avait toujours été son plus grand atout. Pas aujourd'hui. J'ai attrapé mon téléphone. Grand-mère Martine a répondu à la deuxième sonnerie. Manon, tout va bien, ma chérie? Sa voix était calme, enracinée, le genre de voix qui vous tient stable. C'était suffisant pour briser quelque chose en moi, quelque chose qui était tenu serré depuis des années. Est-ce que je peux venir? Ai-je demandé, en gardant un ton égal. Maintenant. Bien sûr, dit-elle. La bouilloire est déjà sur le feu. J'ai quitté le lycée sans dire au revoir à personne. Le soleil était chaud sur ma peau, mais à l'intérieur, tout semblait froid, net, tranchant, prêt. Sa maison était la même que toujours, petite, chaleureuse, sûre. Le genre d'endroit où la lumière d'hiver tombe doucement sur le comptoir de la cuisine. Quand je suis entrée, l'odeur de la tisane à la camomille m'a enveloppée comme une couverture dont je n'avais pas réalisé avoir besoin. Elle m'a regardée et n'a pas demandé ce qui s'était passé. Assieds-toi, dit-elle doucement. Commence par où tu peux. Je lui ai tout raconté, lentement au début, puis plus assurée, comme si j'avais répété ces phrases pendant des années, les robes, le vernis à ongles, les réveils, le favoritisme discret, l'appel du matin, la menace à la cérémonie.
Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Ses mains restaient jointes sur la table, ses yeux doux mais inébranlables. Quand j'ai fini, elle a tendu la main et m'a serré le poignet. Manon, dit-elle calmement. J'ai entendu cet appel. Chaque mot. Je me suis figée. Quoi? Elle ne savait pas que la ligne était ouverte, dit grand-mère avec un soupir. Elle a dérapé. J'ai entendu exactement ce que tu as entendu. Ma poitrine s'est serrée, non pas de peur cette fois, mais avec quelque chose comme une validation. Une preuve. Je n'avais pas imaginé. Je n'avais pas exagéré. Je n'avais pas fait de drame. Viens avec moi, dit-elle. Elle se leva de table et se dirigea vers sa chambre. Je l'ai suivie, incertaine de ce qu'elle avait l'intention de faire. Elle ouvrit un tiroir bas, plongea la main à l'intérieur et en sortit une pile bien rangée de documents, de contrats, de relevés d'épargne, de papiers de propriété. Rien d'extraordinaire, rien de dramatique, juste la vérité. Cette maison, dit-elle en posant sa paume sur la première page, est à mon nom. Elle l'a toujours été, et elle le sait. C'est pour ça qu'elle me tourne autour comme un vautour. C'est pour ça qu'elle te veut dehors, pour ne pas avoir à partager un avenir avec quelqu'un qu'elle ne peut pas contrôler. J'ai eu le souffle coupé. Grand-mère continua, sa voix stable. Je suis vieille, Manon. Assez vieille pour avoir vu les gens révéler qui ils sont quand ils pensent que personne ne regarde. Et aujourd'hui, elle s'est révélée. Un temps. Mais elle a oublié une chose. Elle leva les yeux vers moi. Je regarde. Puis elle posa les papiers devant moi. Nous allons régler ça, dit-elle calmement, proprement, correctement. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de son notaire, un vieil ami de la ville. Son ton resta léger, presque conversationnel, alors qu'elle demandait un rendez-vous pour le lendemain matin. Transfert de paperasse, dit-elle simplement. Et une mise à jour de testament. Mon cœur trébucha. Grand-mère. Elle secoua la tête avant que je ne puisse protester. Je ne fais pas ça parce qu'elle t'a blessé, dit-elle doucement. Je fais ça parce que tu as survécu à plus qu'elle n'a jamais vu. Tu as construit ta vie seule, et tu ne m'as jamais rien demandé. Son regard se durcit, non pas méchamment, mais de manière décisive. Cette maison doit revenir à la personne qui connaît la valeur d'un foyer. J'ai dégluti difficilement, incapable de parler. Le plan s'est formé de lui-même, sans théâtralité. Demain matin, nous irions chez le notaire. Elle transférerait la maison à mon nom. Elle réviserait son testament, et Sylvie perdrait la seule chose qu'elle croyait garantie. Non pas par vengeance, mais parce qu'elle avait dessiné la carte de sa propre chute bien avant que je ne réalise que j'étais dessus. Cette nuit-là, je ne suis pas rentrée. Je suis restée dans la petite chambre d'amis chez grand-mère, écoutant le léger cliquetis de ses tasses à tisane dans la cuisine alors qu'elle se préparait pour le lendemain. Il n'y avait pas de cris, pas de drame, pas de supplication, juste le silence, calme, froid, constant, enfin selon mes termes. Demain, les termes de Sylvie prendraient fin. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris sourd, le genre de temps qui rend tout plus lent, plus calme, inévitable. Grand-mère Martine et moi avons roulé en silence jusqu'à l'étude du notaire. Les documents qu'elle portait étaient soigneusement rangés dans une pochette en cuir sur ses genoux, ses doigts posés dessus comme si elle gardait quelque chose de fragile. Mais sa posture était assurée. Elle n'avait pas peur. Elle ne doutait pas. Elle était prête. À l'intérieur de l'étude, l'air sentait le papier et la vieille moquette. Une horloge égrenait les secondes au mur. Le notaire, un homme dans ses 70 ans aux cheveux d'argent et aux yeux bienveillants, la salua d'un doux sourire. « Martine, dit-il. Ça fait un moment. »« Oui, » répondit-elle calmement. « Il est temps. » Le processus de signature n'a pas été spectaculaire. Pas de cris, pas de hoquets, juste des signatures, des sonotarios, le crissement des stylos sur le papier. Ligne après ligne, elle a transféré la maison, sa maison, à mon nom. Puis elle a mis à jour son testament, demandant que tout me revienne le moment venu, économie, obligations, le reste de ses modestes biens. Le notaire lui a demandé si elle était certaine. Je suis vieille, dit-elle avec un petit haussement d'épaule. La certitude est tout ce qu'il me reste.
Quand ce fut terminé, elle ferma la pochette, me la tendit et se leva de sa chaise. « Rentrons à la maison, dit-elle. Pas sa maison, pas la maison de Sylvie, ma maison. » Le trajet du retour semblait différent. Pas plus léger, juste plus clair. Comme si le brouillard qui avait flouté les contours de ma vie pendant des années s'était enfin levé. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, la voiture de Sylvie était déjà là. Elle se tenait sur le perron avec Thomas et Chloé, les bras croisés, la mâchoire serrée. Elle devait l'avoir deviné quelque chose. Grand-mère sortit la première de la voiture. Je l'ai suivie, tenant la pochette contre ma poitrine. « Qu'est-ce que c'est » exigea Sylvie, sa voix aiguë et tranchante. « Pourquoi n'es-tu pas rentrée hier soir et où étais-tu ce matin ?» Grand-mère monta les marches du perron à son rythme, imperturbable. « Je m'occupais de paperasse, dit-elle. » Sylvie cligna des yeux. « De la paperasse pourquoi ?» Grand-mère regarda sa fille droit dans les yeux, ce qu'elle faisait rarement. « Pour la maison. » L'expression de Thomas vacilla. Le sourire narquois de Chloé disparut. « Quoi, la maison ?» demanda Sylvie, sa voix flanchant pour la première fois. « Elle n'est plus à toi par présomption, » répondit grand-mère. Elle plongea la main dans la pochette, sortit l'acte de propriété notarié et le tendit, non pas à Sylvie, mais à moi. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. Sylvie attrapa le papier et le parcourut. Son visage devint exsangue. « Non, » murmura-t-elle. « Non, c'est... Ça doit être une erreur. Cette maison est censée me revenir. Tu avais dit. » Je n'ai rien dit, répliqua calmement grand-mère. Tu as supposé. C'est insensé, cria Sylvie. Tu donnes mon avenir à elle. Elle pointa un doigt vers moi comme si j'étais une étrangère s'incrustant dans son allée. C'est ta fille, dit grand-mère tranquillement. Ce que tu sembles avoir oublié. Thomas s'avança. Martine, ne penses-tu pas que tu devrais reconsidérer ? Pense aux besoins de Chloé. J'y ai pensé, coupa grand-mère, pendant des années. La respiration de Sylvie devint frénétique. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas nous jeter dehors comme ça. Grand-mère leva une main, lui coupant la parole. Vous avez une heure. Les mots tombèrent comme des pierres. Pas de colère, pas de tremblement, juste une conséquence arrivant exactement à l'heure. Une heure pour rassembler vos affaires et quitter cette maison, continua grand-mère. Vous tous. Les yeux de Chloé s'agrandirent. Grand-mère, ne. Pas aujourd'hui, Chloé, dit doucement grand-mère. La voix de Sylvie se brisa. Tu l'as choisie elle plutôt que ta propre famille. Grand-mère me regarda, puis se tourna vers sa fille. Je choisis la personne qui a été une famille pour moi. Sylvie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle fit demi-tour, entra en trombe dans la maison et commença à ouvrir violemment des tiroirs. Thomas la suivit en silence. Chloé traîna derrière, le visage pâle. L'heure qui suivit se déroula comme un film muet. Des cartons qui claquent, des valises qu'on traîne, des pieds qui martèlent les escaliers, le bruit du ruban adhésif qu'on déchire, des portes qui s'ouvrent et se ferment. Je me tenais près de la porte d'entrée, regardant sans parler. Pour la première fois de ma vie, ils se déplaçaient autour de moi. Pas à travers moi, pas au-dessus de moi, pas à cause de moi, juste loin de moi. Quand ils eurent finalement transporté le dernier sac dehors, Sylvie s'arrêta sur le perron. Ses yeux étaient rouges, non pas de culpabilité, mais d'incrédulité. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle. Mais même elle ne croyait pas ses propres mots. Grand-mère ferma la porte derrière eux d'un clic calme et définitif. Pas de claquement, pas de triomphe, juste une conclusion, froide, silencieuse, complète. Quand la porte s'encliqueta, le silence qui suivit ne sembla pas vide. Il sembla propre. Je suis resté un long moment dans le couloir, laissant le calme s'installer autour de moi. Pendant des années, ce silence avait été quelque chose que Sylvie utilisait contre moi, sa punition favorite, l'espace où j'étais censé me ratatiner, m'excuser, disparaître. Mais ici, dans cette maison, avec cette porte enfin fermée derrière elle, le silence était différent. Il m'appartenait. Par la fenêtre, j'ai regardé leur voiture s'éloigner.
Sylvie agrippant le volant trop fort. Thomas regardant droit devant lui. Chloé recroquevillée sur la banquette arrière comme si le monde l'avait trahi. Pas une seule fois ils n'ont regardé en arrière. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent. Ils ne m'avaient jamais regardé, sauf s'ils voulaient quelque chose. J'ai traversé la maison lentement, ne touchant à rien, laissant juste l'écho de mes pas résonner dans l'espace nouvellement reconquis. Les murs semblaient respirer différemment sans eux, plus légers. Presque soulagés. Le salon ne semblait plus être un endroit où je marchais sur la pointe des pieds. La cuisine ne ressemblait plus à un champ de bataille. Même l'air semblait plus clair. Grand-mère est apparue à côté de moi, tenant 2 tasses de tisane. Elle n'a pas dit « Est-ce que ça va ?» Elle n'a pas dit « Je suis fière de toi ». Elle m'a juste tendu la tasse et s'est tenue à côté de moi, épaule contre épaule, regardant l'allée vide par la fenêtre. « Il était temps, dit-elle doucement. « Je sais, ai-je murmuré. Nous avons bu notre tisane en silence. Toutes deux ancrées dans un moment que nous avions gagné non pas par des cris ou la vengeance, mais par la vérité et la paperasse, par des limites tracées à l'encre et aux signatures plutôt que par la colère. Plus tard, j'ai ouvert la porte arrière et suis sortie dans le petit jardin. L'air sentait la lavande et la terre humide. Les plantes de grand-mère se balançaient doucement dans la brise, douce, résiliente, indifférente aux tempêtes qui étaient déjà passées. Je me suis assise sur les marches en bois et j'ai inspiré. Pour la première fois depuis des années, ma respiration ne s'est pas bloquée dans ma gorge. À l'intérieur, la maison était calme. Mais c'était un calme que je choisissais, un calme qui n'exigeait rien de moi. Un calme qui ressemblait à un point de départ, pas à une fin. Sylvie avait toujours cru que je retomberais quelque part. Elle n'avait juste jamais imaginé que ce quelque part serait ici, dans la maison qu'elle pensait hériter, aux côtés de la seule personne qui ne m'avait jamais effacée. Quand leur voiture a disparu au bout de la rue, la maison a expiré, calme, stable, mienne. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, tenant les clés que ma grand-mère m'avait mises dans la main, me demandant depuis combien de temps le silence n'avait pas été synonyme de sécurité. Pendant des années, j'ai cru que survivre signifiait se faire petite, rester silencieuse. Mais la vérité était simple. Le jour où ils sont sortis, c'est le premier jour où je suis enfin entrée.